Bonjour, aujourd'hui nous parlons de verrous et d'isolation. Donc, comment est gérée la concurrence d'accès dans SQL Server. Je me présente Ariane Papillon, spécialiste SQL Server, je suis MVP Data Platform. J'ai différents sites et blogs que vous pouvez consulter sur lesquels vous trouverez plein d'informations sur SQL Server. Par essence, un système de gestion de base de données comme SQL Server est multi-utilisateur. Aucun problème ne se pose si tout le monde ne fait que de la lecture. Lire les mêmes données, aucun souci. Par contre, dès que des utilisateurs mettent à jour des données, des problèmes peuvent se poser. Déjà, si plusieurs utilisateurs tentent de mettre à jour les mêmes données. Et puis également, si pendant qu'une de mes modifications est en train de s'effectuer, un autre utilisateur essaye de lire des données qui à ce moment-là ne sont plus cohérentes puisque je suis en train de modifier, j'ai peut-être pas tout modifié, ma modification peut être encore abandonnée, et donc les données seront stabilisées qu'une fois ma transaction entièrement terminée. Il est donc nécessaire qu'SQL Server garantisse la stabilité des données pour que des accès simultanés aux mêmes données ne posent pas des problèmes et ne provoquent pas des phénomènes indésirables. Donc le système de gestion de base de données isole les transactions avec différents niveaux d'isolation configurables, et cette isolation empêche donc d'accéder à des données instables et incohérentes, ce qui est le cas par exemple pendant qu'une transaction de modification se déroule. Tout cela fonctionne avec des transactions bien entendu. Toute instruction de lecture ou d'écriture est déjà implicitement une transaction, un select, un update, un delete. Par défaut, la validation de la transaction, le commit, est entièrement automatique avec SQL Server. Dès lors que plusieurs tables doivent être modifiées dans une même opération, une opération atomique, donc on va utiliser des transactions explicites qui démarrent avec un begin transaction et qui se terminent soit avec le commit qui valide la transaction, soit avec le rollback qui annule cette transaction. Si l'isolation de mes transactions n'était pas assurée, que se passerait-il ? Je rencontrerais des anomalies transactionnelles. Imaginons par exemple que plusieurs utilisateurs mettent à jour les mêmes données presque au même moment, le dernier qui met à jour gagne et écrase la mise à jour du précédent. On peut imaginer aussi que le temps de lire toutes les lignes d'une table, un autre utilisateur peut changer certaines valeurs pendant que le premier utilisateur parcourt. Alors il existe trois grands types d'anomalies transactionnelles qu'on peut rencontrer fréquemment. Le premier type est la lecture sale, ou dirty read. Dans ce cas-là, une transaction lit les données qui sont en train d'être modifiées par une transaction concurrente, laquelle n'est pas encore validée. La lecture non reproductible est un autre phénomène. Si une transaction lit deux fois les mêmes données, avec deux requêtes select, elle trouve des données modifiées entre les deux lectures. Et la lecture fantôme, une transaction réexécute aussi une requête qui renvoie un ensemble de lignes, et elle trouve que l'ensemble de lignes à la deuxième requête a changé du fait qu'une autre transaction en cours a ajouté des lignes dans cette plage. Alors quels sont les moyens de gérer ces problématiques d'accès concurrent ? Conceptuellement, j'ai plusieurs manières de m'y prendre. Soit j'utilise ce qu'on appelle une isolation pessimiste, à savoir un blocage a priori, soit une isolation optimiste, et il s'agit là d'une vérification a posteriori. Faisons une analogie, et imaginons que je réserve une chambre dans un système de réservation hôtelière. S'il n'y avait aucune isolation, c'est clair que je risquerais de me retrouver en surbooking, à savoir deux personnes ont réservé la même chambre, et le jour où on arrive, on constate qu'on est deux dans la même. C'est une mésaventure qui vous est peut-être déjà arrivée. Moi, il m'est arrivé, par exemple, de monter dans un avion d'Air France et de me retrouver avec quelqu'un à ma place avec une carte d'embarquement qui portait le même numéro de siège. Avec une isolation pessimiste, dès que sur le site je lance ma réservation, la chambre m'est réservée, elle n'est plus disponible pour les autres utilisateurs. Elle est verrouillée, et si je ne vais pas jusqu'au règlement, ma chambre doit être libérée et disponible de nouveau pour les autres. Prenons la même opération faite avec une isolation optimiste. Je réserve ma chambre, et pendant ce temps-là, un autre utilisateur la réserve également. Au moment de payer, on me dit « désolé, votre chambre n'est plus disponible, elle a déjà été réservée par un autre utilisateur ». L'isolation pessimiste est le mode par défaut historique dans SQL Server. Dans ce cas-là, les lectures sont bloquées par les écritures. Les écritures sont bloquées aussi par les lectures, et les écritures se bloquent entre elles. Dans le cas de l'isolation optimiste, qui est aussi prise en charge par SQL Server optionnellement, on est basé sur un versionning des lignes, à savoir que les lignes
sont disponibles à la lecture même si une transaction est en cours de les modifier, sauf qu'on voit une version des lignes avant le début de la transaction. Les écritures ne bloquent pas les lectures ne bloquent pas les écritures, et les écritures, bien entendu, se bloquent entre elles. Qu'est-ce qu'un verrou? Alors, le verrou est le mécanisme utilisé pour contrôler l'accès à une même donnée par de multiples utilisateurs. Avant qu'une transaction n'effectue une modification, elle doit s'assurer qu'elle puisse avoir un accès exclusif à la donnée. Qu'est-ce qui caractérise un verrou? D'abord, la ressource qu'on verrouille. On peut verrouiller la base de données. C'est le cas par exemple, lorsque vous êtes utilisateur d'une base de données, vous posez un verrou de lecture sur cette base de données, simplement pour protéger le fait qu'on ne puisse pas la supprimer pendant que vous l'utilisez. On peut poser un verrou sur une table entière, sur une partie de table, à savoir une partition, sur une page de données qui contient un ensemble de lignes, sur une ligne, sur une clé d'index, ou sur une plage, un range de clés. Et il existe également des verrous particuliers, des verrous de schéma pour protéger des modifications de structure, des verrous d'extension ou de fichiers qui concernent les structures de stockage. La deuxième caractéristique d'un verrou, c'est le mode de verrouillage. On a plusieurs modes de verrouillage. Le verrou X exclusif, comme son nom l'indique, on ne peut être que tout seul à poser un verrou exclusif. Il ne supporte aucun autre verrou simultané. Le verrou partagé, ou S pour shared, qui permet à plusieurs utilisateurs de poser en même temps des verrous partagés. Le verrou d'update, qui est un intermédiaire avant une mise à jour. Et puis les verrous d'intention dont nous parlerons un petit peu plus loin, IS, IX, SIX, SIU, UIX, qui sont des verrous d'intention ou des verrous partagés avec intention. La troisième caractéristique du verrou, c'est sa durée. Combien de temps est-il posé? Est-ce qu'il est posé juste au moment où on lit la ligne? Est-ce qu'il est posé pour toute la durée de l'instruction SQL? Ou est-ce qu'il est conservé et posé pendant toute la durée de la transaction? Le fonctionnement des verrous est facile à comprendre avec une matrice de compatibilité des modes de verrouillage. Je vois d'un côté quels sont les verrous déjà posés sur la table, et de l'autre, quel est le verrou que je veux poser. Lorsque le verrou que ma transaction veut poser est incompatible avec un verrou déjà posé, SQL Server attend que le verrou qui le bloque soit levé. Par exemple, je veux poser un verrou partagé alors qu'il existe déjà un verrou exclusif, je suis obligé d'attendre que ce verrou exclusif ait été levé. Par contre, je peux poser un verrou partagé s'il existe déjà un verrou partagé sur cette même ressource. Nous sommes donc plusieurs utilisateurs à lire la même ligne, la même table, la même page, etc. Lorsqu'une transaction veut poser un verrou et qu'il existe déjà un verrou en conflit, il y a donc une attente et c'est ce qu'on appelle un verrou bloquant. Par défaut, cette attente est infinie. On peut revenir demain, le verrou sera toujours en attente. Il est possible au niveau de la session de configurer un set lock timeout, ce qui permettra à l'attente de verrou de se terminer avec une erreur au bout d'un laps de temps configuré. Regardons ce que ça donne. Pour cette petite démonstration, je vais utiliser une base exemple qui s'appelle dblock et qui contient une table. Cette table est toute simple, elle a un ID, un nom, un prénom. Et je vais démarrer une transaction qui met à jour une ligne dans cette table sans terminer la transaction avec un commit ou avec un rollback. Donc jusque-là tout se passe bien, sauf que nous sommes avec le mode d'isolation pessimiste par défaut d'SQL Server, et donc le verrou exclusif qui sert à la modification de cette ligne va rester posé jusqu'à la fin de la transaction. Si je fais un select sur cette table-là, effectivement, que se passe-t-il? Une attente, et par défaut une attente infinie. Ça correspond en fait à un lock timeout -1. Alors bien sûr, je pourrais mettre un lock timeout différent, un lock timeout 5000 par exemple, pour 5 secondes, et relancer cette requête. Et là, au bout de 5 secondes, j'aurai un abandon en fait de ma requête, avec un message d'erreur 1222. Ça ne règle absolument pas le problème de ma transaction trop longue et de mon verrou qui reste posé. Remettons mon lock timeout à -1 et examinons un petit peu ce qui se passe au niveau de mes verrous. Alors, j'ai différentes manières d'aller regarder ce qui se passe. J'ai tout simplement déjà la procédure stockée système spwoo
ou SPWO2, hein, SPWO2 c'est encore un petit peu mieux, qui va me permettre d'aller regarder quelles sont les transactions bloquées et par qui elles sont bloquées. Donc là, mon update, c'est la session 72, mon select, c'est la session 65, pardon. Si je lance tout ça, qu'est-ce que je constate? C'est que effectivement, mon 72, ben, il a terminé, il dort, en fait, ma requête ne fait plus rien. Par contre, ma session numéro 65, mon select, eh ben, est en mode suspendu, et en fait, elle attend un verrou, et elle est bloquée par la session 72. On peut également utiliser la procédure stockée système splock, à laquelle je peux aussi passer les numéros de mes sessions. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit effectivement que la session numéro 65 a un verrou partagé, verrou shared, sur une clé, et que ce verrou est en attente d'un verrou exclusif qui d'ailleurs est posé par la session 72 et sur la même clé. Pour avoir un peu plus de détails, je peux utiliser les DMV, par exemple la vue 6DM tranlock. Et ici, j'ai le détail des verrous posés, avec des ressources, c'est un petit peu cryptique, effectivement, pour les lire. Si vous voulez avoir beaucoup plus de détails, vous pouvez télécharger la procédure stockée SP-tranlocks sur le site script.mssql.fr, qui nous permettra d'obtenir beaucoup plus de détails sur qu'est-ce qui est bloqué, par qui. Alors, je lance cette procédure stockée sur ma base de données. Je constate quoi? Que j'ai un blocage de mon verrou de clé dans la session 65 bloqué par la 72. Je vois effectivement quel est le nom de machine, quel est le programme qui l'a lancé, le login. Et puis je vais même jusqu'à avoir le texte de la requête. Et une petite requête ici que je peux exploiter purement en diagnostic, pas en production. Si je copie cette requête-là et que je l'exécute, je vais pouvoir aller voir quelle est la ligne. Alors c'est un petit peu cryptique, hein, mais quelle est la ligne qui a été verrouillée. Et on voit bien que c'est la ligne sur l'ID 100 qui a été verrouillée. Parlons maintenant des verrous d'intention. Vous avez peut-être remarqué que lorsqu'un verrou est posé sur une clé d'index ou sur une ligne, SQL Server pose également un verrou sur la page qui contient cette ligne et sur la table qui contient la page qui contient la ligne. En fait, lorsqu'SQL Server doit verrouiller une ressource, il doit aussi s'assurer qu'aucun autre utilisateur n'a verrouillé une ressource à un niveau supérieur. Si je verrouille une ligne de la table, alors qu'une autre transaction a posé un verrou sur la page ou sur la table qui contient cette ligne, ça pose problème. Donc il utilise pour cela des verrous d'intention. Intention partagée, yes, intention exclusive, ix, ou partagé avec intention d'exclusif, dans le cas où il modifie son type de verrou d'un partagé vers un exclusif. Regardons un petit peu comment ça fonctionne. Si un utilisateur a déjà verrouillé une page dans ma table, avec un verrou exclusif, et que moi je souhaite verrouiller une ligne de cette page déjà verrouillée. Ce qui va se passer effectivement, c'est que ma transaction va d'abord poser un verrou d'intention exclusif sur la page, et ce verrou va forcément attendre que le verrou exclusif soit levé. Dès que le verrou exclusif sera levé, mon verrou pourra être posé, et mon verrou pourra donc être aussi posé au niveau de la ligne. Voyons ce qui se passe. Je vais modifier ma requête de tout à l'heure pour mettre à jour l'ensemble de la table, tout en conservant le verrou posé puisque ma transaction n'est pas terminée. Quel verrou est posé? Nous allons vérifier. Le verrou qui est posé est le verrou sur la table entière, sur l'objet. Et c'est un verrou exclusif. Maintenant, dans ma deuxième requête ici, je vais passer mon niveau d'isolation en sérialisable pour que les verrous de select soient conservés pendant toute la transaction. Et puis je vais juste mettre à jour une seule ligne. La ligne numéro 101. J'exécute. Et il y a une attente pour conflit de verrou. Donc vérifions ce qui s'est passé. En fait, j'ai ici
un verrou d'intention partagée qui veut être posé sur la table et qui attend donc la fin de la transaction qui a posé un verrou exclusif sur la table. Si j'annule ma transaction qui pose le verrou exclusif, on va constater que maintenant, le verrou d'intention partagée a bien été posé. Le verrou d'intention partagée a été posé aussi sur la page, donc sur l'objet, sur la page. Et puis maintenant, nous avons le verrou partagé sur la clé d'index, qui est celle que nous voulions verrouiller en fin de compte. Lorsqu'une requête impacte un grand nombre de lignes, on peut donc imaginer qu'un grand nombre de verrous soient posés. Or, le verrou est une ressource serveur qui coûte 96 octets par verrou, et puis qui prend du temps à poser, à enlever. Donc SQL Server choisit tout d'abord la granularité de verrouillage adaptée à la requête à exécuter. Il peut décider de verrouiller au niveau de la ligne, au niveau de la page, de la partition ou de la table. Malgré tout, de nombreux verrous peuvent être acquis au fil du traitement. SQL Server va donc limiter la charge au fil de l'exécution par escalade de verrous en convertissant ces verrous d'intention. SQL Server va escalader un ensemble de verrous au niveau ligne ou au niveau page vers un seul verrou au niveau table, verrouillant ainsi l'ensemble de la table. Cette escalade de verrous se produit lorsqu'une instruction atteint environ 5000 verrous posés ou un petit peu plus, et elle ne peut s'effectuer que si aucun autre verrou incompatible, en particulier un verrou d'intention au niveau de la table, ne l'empêche de se faire. Dans ce cas-là, SQL Server ne fait pas l'escalade, mais va refaire une tentative tous les 1250 verrous environ. Nous allons illustrer ça avec quelques requêtes. Ici, nous faisons dans une transaction, en mode isolation répétable read pour conserver les verrous jusqu'à la fin de la transaction, une requête avec un select top 50, donc les 50 premières lignes de la table a un index cluster. Et qu'est-ce que nous constatons ici? Que nous retrouvons une cinquantaine de verrous posés au niveau de la clé. Si je modifie cette requête et que je fais une requête sur laquelle je cherche par exemple un nom en particulier, et je regarde quels sont les verrous qui sont posés, je constate qu'ici SQL Server a décidé de lui-même de poser des verrous de page, ce qui était pour lui plus économique que de poser des verrous sur chacune des lignes parcourues. Maintenant, si j'augmente le nombre de lignes que je parcours, j'avais un select top 50 tout à l'heure, où j'avais 50 verrous posés, mettons 5000, que se passe-t-il? Alors c'est un petit peu plus long, mais vous voyez que c'est toujours un grand nombre de verrous de clé, plus bien sûr des verrous de page, mais qui sont des verrous d'intention. Et si j'augmente encore un petit peu le nombre de lignes parcourues, je passe à 7000, et là, que se passe-t-il? Eh bien, je constate que j'ai un simple verrou qui est un verrou de table. Alors on peut activer une trace, effectivement, pour regarder ce qui s'est passé. Activer des événements étendus. Examiner les données actives de ces événements étendus. Et relançons notre requête. Et nous allons voir que, ici, nous avons une escalade de verrous qui s'est passée avec 6249 verrous posés, ce qui a déclenché l'escalade de verrous. Si je modifie un petit peu le fonctionnement de tout ça en positionnant une requête qui va faire un update sur la ligne numéro 15000, donc un petit peu en dehors du champ de celle que je veux parcourir avec mon select, mais cette requête update sur une ligne va donc poser un verrou de ligne, mais aussi un verrou d'intention au niveau de la page et de la table. Je relance ma requête de tout à l'heure avec mes 7000 lignes qui devrait faire une escalade de verrou mais qui ne pourra pas le faire tant que ce verrou d'intention reste posé. Je lance ma requête et je constate, vous remarquez que c'est un petit peu plus long d'ailleurs, vu le nombre effectivement de lignes à renvoyer sur la requête de lock. Vous remarquez que ici, SQL Server est resté au niveau de granularité le plus fin, donc au niveau des lignes, et n'a pas fait son escalade de verrou. On n'a toujours que la première escalade de verrou, il n'y en a pas de deuxième.
Il existe un autre phénomène qui peut se produire lié au conflit de verrouillage, c'est le deadlock, l'interblocage, ou de manière plus poétique, l'étreinte fatale. L'interblocage de ressources concerne au moins 2 transactions simultanées. Au moins une des 2 transactions concerne 2 ressources. L'une des transactions doit écrire. Dans le cas de l'interblocage, chaque transaction attend la libération des ressources détenues par l'autre. SQL Server annule automatiquement la moins coûteuse des 2 transactions, car nous nous trouvons dans une situation où l'attente pourrait être infinie. C'est donc détecté automatiquement par le moniteur de verrouillage. Ici, nous allons créer un deadlock simple avec 2 transactions. Des deadlocks peuvent parfois être beaucoup plus complexes avec de nombreuses transactions et de nombreuses ressources. Nous allons surveiller les événements étendus du système health de manière à visualiser le deadlock quand il se produira. Ma première transaction va mettre à jour une table, la table 2. Elle va démarrer ainsi, jusque-là tout se passe bien. Ma deuxième transaction, elle met à jour la table 1. Jusque-là tout se passe bien, chacune a posé un verrou sur sa propre table, aucun souci. Je reviens sur ma première transaction, qui elle va tenter de faire un select sur la table 1, laquelle table 1 est verrouillée par la deuxième transaction. Il y a donc attente. Jusque-là, tout est normal, c'est juste une attente, jusqu'à ce que le verrou de ma deuxième transaction soit levé. Le problème, c'est que ma deuxième transaction, elle fait également un select, mais sur la table 2, laquelle table 2, elle est verrouillée par ma transaction 1. J'attends un petit peu. Que se passe-t-il? Le moniteur a abandonné la transaction numéro 2, et la transaction numéro 1, elle, s'est terminée normalement. Je peux la committer ou l'annuler. Si on regarde dans la trace ici, on voit que j'ai un événement de deadlock, et que cet interblocage, il m'est expliqué de manière graphique. On voit bien que sur mes 2 ressources, j'ai une qui essaye d'y accéder en lecture, l'autre en écriture, et à l'opposé, en lecture et en écriture sur la deuxième ressource. Et on voit quelle est la transaction des 2 qui a été abandonnée, a priori celle qui a coûté le moins cher. Parlons maintenant des niveaux d'isolation. SQL Server nous propose plusieurs niveaux d'isolation configurables qui vont nous permettre de gérer finement nos problématiques de gestion des accès concurrents. Nous avons un niveau sans contrôle, uniquement pour la lecture, le read uncommitted. 3 niveaux pessimistes, qui fonctionnent donc tel qu'on l'a vu avec du verrouillage. Le read committed, qui est le mode par défaut, répétable read et sérialisable. Et 2 niveaux optimistes, qui fonctionnent par versionning, et également bien sûr par verrouillage, dès qu'il s'agit d'écrire, le snapshot et le read committed snapshot. Parlons d'abord du read uncommitted. Le read uncommitted, c'est celui qu'on utilise également avec un with no lock sur une requête. Ça veut dire qu'on ne pose pas de verrou de lecture, et donc les lectures ne seront pas bloquées par les écritures. Vous n'avez donc aucune garantie que les données que vous lisez soient cohérentes, puisque d'autres transactions peuvent être en train de les modifier. Et ce que vous lisez n'est pas forcément validé ou est en cours de modification. D'autre part, le read uncommitted ne sert à rien pour les modifications. Dans le cas d'un update, un verrou exclusif va être posé exactement de la même manière qu'avec les autres modes d'isolation. C'est bien souvent une très mauvaise pratique l'utilisation du no-lock ou du read uncommitted, puisque ça ne vous garantit pas la cohérence de vos données, et c'est souvent utilisé à mauvais escient lorsqu'on rencontre des problèmes de blocage pour les contourner de manière brutale. Le read uncommitted est à réserver uniquement à des cas identifiés où la cohérence des lectures n'est absolument pas essentielle. Vous savez que ce que vous lisez n'est pas forcément cohérent. En ce qui concerne les niveaux d'isolation pessimistes, SQL Server nous propose donc read committed, répétable read et sérialisable. Le read committed est le mode de fonctionnement par défaut d'SQL Server et historique. Les lectures posent un verrou partagé juste le temps de la lecture. Les écritures posent leur verrou exclusif jusqu'à la fin de la transaction, jusqu'au commit ou jusqu'au rollback. Ce mode d'isolation nous permet de nous protéger des lectures impropres, des dirty reads. Il est impossible de lire des données en cours de modification par une autre transaction. Le niveau répétable read est un petit peu plus sévère.
les lectures conservent les verrous posés jusqu'à la fin de la transaction, les verrous partagés S. Ce niveau d'isolation nous permet de nous assurer des lectures renouvelables. Si vous relisez vos données une deuxième fois dans la même transaction, les lignes n'auront pas pu être modifiées par une autre transaction. Le niveau d'isolation sérialisable est le plus restrictif. Il produit l'effet d'une mise en série des transactions. Les lectures conservent les verrous posés jusqu'à la fin de la transaction. Et en même temps, SQL Server peut verrouiller toute une plage de données, un range, voire carrément toute la table, tout l'objet, pour s'assurer qu'aucune donnée ne pourrait être introduite ou modifiée. Le niveau d'isolation sérialisable nous protège des lectures fantômes. Si vous relisez vos données une deuxième fois dans la transaction, aucune nouvelle ligne n'aura pu être insérée par une autre transaction. L'isolation optimiste, est-ce la solution? Il existe deux niveaux d'isolation optimiste, le snapshot ou le read committed snapshot. Dans les deux cas, ça a tout de même un coût important. Dès l'activation de l'une ou l'autre de ces options au niveau de la base de données, dès qu'une ligne sera modifiée, SQL Server va stocker une copie de la ligne originale dans TempDB pour faire le versionning. La ligne modifiée embarque elle-même un pointeur supplémentaire de 14 octets, où est stocké le numéro de transaction, le log sequence number de la transaction qui a modifié la ligne. L'isolation optimiste n'est pas forcément la plus simple, car elle peut générer aussi d'autres problèmes et incohérences transactionnelles. Comparons les deux niveaux d'isolation optimiste, snapshot et read committed snapshot isolation. Dans le mode snapshot, les requêtes de lecture peuvent utiliser l'isolation snapshot du moment qu'on a explicitement précisé le niveau d'isolation. Dans ce cas-là, les requêtes de lecture ne sont pas bloquées par les écritures. Vous choisissez donc quelles requêtes vont travailler en mode optimiste, comme par exemple les rapports qui parcourent la base de données. Dans le mode read committed snapshot, dès l'activation, les requêtes de lecture qui sont par défaut en isolation read committed travaillent directement en mode optimiste, sans rien spécifier de plus. C'est donc très dangereux pour des applications existantes si vous ne les avez pas complètement testées. Regardons comment ça fonctionne. Nous allons utiliser l'isolation snapshot. La première opération à effectuer dans ce cas est d'autoriser la base de données à utiliser l'isolation snapshot avec un alter database. Nous allons utiliser la même petite requête qui va modifier notre ligne numéro 101 pour la personne qui porte le prénom James, ici James Aguilar. Et nous faisons ça dans une transaction, nous allons changer le prénom en Jack, dans une transaction ouverte où le commit n'est pas lancé. Nous allons vérifier ce qui se passe dans les différents niveaux d'isolation si j'essaye de lire cette même ligne. En niveau d'isolation par défaut, read committed, je suis bloqué. J'attends indéfiniment que ma transaction se soit terminée de l'autre côté. Si je suis en isolation read uncommitted, aucun verrou de lecture n'est posé, et donc je ne respecte pas mon verrou, et donc je lis la donnée qui est en train d'être modifiée avec son nouveau prénom, Jack. En niveau d'isolation snapshot, que j'active explicitement, si je lis ma ligne, je lis l'ancienne version de la ligne avant le début de la transaction qui est en train de la modifier. Ce qui est intéressant avec l'isolation snapshot, c'est que si j'essaye de mettre à jour cette ligne, bien entendu, à première vue, je suis bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a un verrou exclusif et que j'essaye de modifier. Mais si je la valide, la ligne a changé. Et donc l'update va refuser de se faire parce qu'il se fait sur une ligne qui a changé entre le moment où j'ai voulu la mettre à jour et le moment où la mise à jour se fait. Avec un message d'erreur 3960, la transaction d'isolement d'instantané a été abandonnée en raison d'un conflit de mise à jour. Revenons donc à l'état initial en faisant un update pour remettre James en place. Et puis, faisons une autre expérience. Nous allons utiliser le niveau d'isolation snapshot. Dans notre requête, nous avions bien James. Si ici, je relance ma requête qui fait la mise à jour, dans mon niveau d'isolation snapshot, quand je lis, je continue à lire James, alors qu'une modification est en cours.
Je vais faire une petite transaction qui va récupérer l'ID pour la personne qui s'appelle James et dont le nom est Aguilar. Donc l'ID c'est bien le 101 et qui va faire un update sur la table et un commit. Je suis en attente. Ici, j'effectue mon commit. Et ce qui se passe ici, même chose, la transaction en isolation snapshot a été abandonnée avec le message 3960. Je vais remettre les choses dans l'état et remettre James. Et nous allons maintenant activer l'isolation read committed snapshot. Alors pour ça, j'ai besoin de déconnecter toutes les requêtes qui utiliseraient cette base de données, car j'ai besoin d'un accès exclusif. Voilà. Et je vais faire exactement la même procédure avec l'isolation read committed snapshot. Dans ma base dblock, on vérifie. Pour l'instant, c'est James. Je fais mon update pour transformer James en Jack. Je laisse ma transaction ouverte. Et je vais lancer ici ma petite transaction. Alors, je suis en isolation par défaut read committed. Mais même en isolation read committed, je fonctionne en mode optimiste et je lis la valeur avant le début de l'autre transaction. Je vais pouvoir lancer ma transaction avec son commit, suivi même d'un select pour vérifier le résultat. Je suis bien entendu bloqué de la même manière, puisqu'il s'agit de deux mises à jour concurrentielles. Simplement maintenant, si je valide la première transaction, nous allons constater que j'ai bien lu le 101, d'accord, sauf que là, j'ai aucun message d'erreur. Et en gros, j'ai une perte de mise à jour puisque j'ai écrasé la mise à jour de ma deuxième transaction par la mienne. Et j'ai remplacé effectivement le James par Jack et le Jack par Bill, sans aucun message d'avertissement. Vous voyez donc que le mode Read Committed Snapshot peut être considérablement dangereux pour les incohérences transactionnelles avec une application que vous n'avez pas testée. Nous arrivons au bout de cette présentation, quelques bonnes pratiques pour terminer. Pour limiter la contention et éviter les blocages, ce qui est quelque chose d'assez courant avec SQL Server, toujours faire les transactions les plus courtes possibles. Éviter de sur-transactionner, minimiser le code transactionné, faire les transactions côté serveur avec des procédures stockées. N'oubliez pas que certains verrous ne seront levés qu'en finalisation au commit et au rollback. Et puis surtout, la normalisation. Des tables avec trop de colonnes, des tables obèses, effectivement, vont concentrer un maximum de mise à jour et donc un maximum de verrous. S'occuper aussi de l'indexation et de l'optimisation et des plans d'exécution pour éviter tout ce qui est parcours de table ou d'index avec une indexation efficace. Un parcours de table, par définition, va parcourir toutes les lignes de la table et va pouvoir se retrouver bloqué par un verrou posé quelque part dans cette table. Réécrire les requêtes pour diminuer leur temps de traitement. Écriture du code, éviter le code non ensembliste, et en particulier les curseurs, mais également les boucles, les variables tables, les tables temporaires, les fonctions tables, et faire des transactions explicites côté serveur. Pour limiter la contention et éviter les blocages, vous pouvez bien entendu envisager l'isolation optimiste qui va fluidifier dans la mesure où les lectures ne seront plus bloquées par les mises à jour. Attention cependant, et en particulier au Read Committed Snapshot Isolation, vous devez être certain que votre application le supporte. Dans cette présentation, nous vous avons parlé des verrous et des modes d'isolation avec SQL Server. Merci de votre attention et à bientôt.